Bonjour et bienvenue sur Sobrecraft. Aujourd'hui, on ouvre une nouvelle série consacrée à Bachelard et à l'imagination. Après avoir suivi Bachelard du côté de la science et des obstacles épistémologiques, on le retrouve dans un autre registre, celui des images, des rêveries, des fantasmes. Et pour commencer, il choisit un objet très simple, très quotidien, mais en réalité vertigineux, le feu. La psychanalyse du feu, publiée en 1938, est un livre charnière. Bachelard ne s'y demande pas d'abord qu'est-ce que le feu scientifiquement, mais qu'est-ce que le feu fait à notre imagination? Comment nos rêves, nos interdits, nos désirs s'entrelacent autour de lui? Autrement dit, avant d'être un objet de physique, le feu est un foyer de valeurs et de fantasmes. Et ces valeurs déforment nos explications, y compris quand on croit faire de la vraie science. C'est pour ça qu'il parle d'une psychanalyse de la connaissance objective. Dans ce premier épisode, on va suivre quelques lignes de force du livre, en s'appuyant sur 6 grands moments. Le feu comme interdit social, la rêverie au coin du feu, le feu par frottement et son sens psychanalytique, le feu comme objet premier de médiation, la poésie comme syntaxe d'image, et enfin l'imagination feu, où la chaleur devient intensité d'être. Mais tout d'abord, Bachelard commence par une remarque simple mais décisive. Le respect du feu n'est pas un respect naturel, c'est un respect enseigné. On raconte souvent dans les manuels de psychologie que l'enfant apprend le feu en se brûlant. Il approche la flamme, la douleur déclenche un réflexe, et peu à peu, cela deviendrait connaissance. Pour Bachelard, c'est ici un mythe pédagogique. Dans la réalité vécue, la première expérience du feu passe par l'interdiction sociale. Avant même que l'enfant ne se brûle, il reçoit une éducation très concrète. Coups de règle sur les doigts, cris du père ou de la mère, récits d'incendie, histoire de tonnerre. Le feu frappe sans avoir encore frappé, sans qu'il ait besoin de brûler. Notre première connaissance du feu n'est donc pas le feu brûle, mais plutôt le feu n'y touchons pas. La brûlure, quand elle arrive, ne fait que confirmer la loi paternelle. Elle donne plus de prestige à l'intelligence des parents. À la base, il y a donc une interférence du naturel et du social où le social reste dominant. Pour éclairer cette idée, Bachelard compare la piqûre et la brûlure. Les deux provoquent un réflexe, et pourtant les pointes ne sont pas mises au même rang que le feu. On ne répète pas à l'enfant 20 fois par jour qu'il ne doit pas toucher les aiguilles ou les pointes, comme on le mettrait en garde contre le feu. Les interdits sont beaucoup plus forts autour de la flamme que autour de l'épingle, et c'est ce renforcement social qui donne au feu sa charge imaginaire. À partir de là, Bachelard renverse le problème. Si les inhibitions sont d'abord sociales, alors la connaissance personnelle du feu n'est pas un chapitre de l'apprentissage obéissant, c'est au contraire le problème de la désobéissance à droite. L'enfant veut faire comme son père, mais loin de son père. Il se comporte comme un petit Prométhée. Il vole des allumettes, file au fond d'un champ avec ses camarades et allume le feu clandestin de l'école buissonnière. Ce petit feu en 3 pierres est déjà tout un roman psychique. Il y a la transgression de l'interdit parental, il y a la volonté de maîtriser un élément dangereux, il y a la fierté également d'avoir fabriqué le feu, d'être devenu un instant le créateur. Bachelard appelle cela le complexe de Prométhée, et il le surnomme volontiers le complexe d'Oedipe de la vie intellectuelle. C'est le complexe où la volonté de savoir, de comprendre, de fabriquer par soi-même se constitue contre l'autorité paternelle. L'enfant ne veut pas seulement regarder le feu, il veut être celui qui l'allume. Autour du feu, Bachelard repère aussi d'autres noyaux imaginaires, comme le complexe d'Empédocle, qui rêve d'une mort purificatrice dans le feu, entre volcan, bûcher et fusion mystique, ou encore le complexe de Novalis, centré sur la chaleur intime produite par le frottement, la caresse, la communion thermique. Autour de la flamme se nouent donc très tôt des histoires de désobéissance, de mort et d'amour. Mais pour psychanalyser ces images, Bachelard ne s'appuie pas seulement sur les rêves nocturnes, mais sur quelque chose de plus léger, de plus quotidien, la rêverie. Et il insiste sur la différence entre rêve et rêverie. Le rêve est ce qui défile, sans contrôle, pendant le sommeil. Il va tout droit, oublie son chemin, et se défait au réveil. C'est un récit linéaire, en quelque sorte, qui file et s'efface. La rêverie, au contraire, est veilleuse, éveillée. Elle travaille en étoile, elle part d'un centre, s'en éloigne, puis revient à ce centre pour relancer d'autres images. La rêverie devant le feu est, selon Bachelard, la rêverie la plus naturellement centrée. Tout le monde a déjà entendu cette phrase stéréotypée « J'adore le feu de bois dans la cheminée ». Ce feu-là est calme, régulier, une grosse bûche qui brûle à petite flamme, un phénomène à la fois monotone et brillant, un peu comme une présence qui parle, chante.
C'est une rêverie solide, homogène, dont on ne se détache pas facilement. Le feu enfermé dans le foyer a sans doute été pour l'homme l'un des premiers sujets de rêverie, le symbole du repos, l'invitation au repos. On imagine difficilement une philosophie du repos qui ne passe pas quelque part par une rêverie devant les bûches qui flambent. Manquer cette rêverie, dit Bachelard, c'est presque perdre le premier usage vraiment humain du feu. Sans doute le feu réchauffe, réconforte, mais on ne prend conscience de ce réconfort que dans une assez longue contemplation. Le bien-être que procure le foyer se déploie quand on l'installe, quand on met les coudes sur les genoux et la tête dans les mains. Dans cette même attitude presque instinctive qui vient de loin, nous contemplons le feu à la manière de la posture du penseur de Rodin. Cette attention n'a rien de commun avec l'attention du guetteur ou de l'observateur scientifique. C'est une disponibilité particulière de l'esprit. On se laisse faire par les images sans tout à fait perdre le contrôle. Près du feu, il faut s'asseoir, se reposer. Les partisans d'une vision purement utilitaire de l'esprit diront que si le feu nous intéresse, c'est parce qu'il chauffe et cuit la viande. Mais pour Bachelard, même le foyer paysan, avec son organisation complexe, n'empêche pas la rêverie. Il la nourrit au contraire, il fait du feu un centre symbolique de la maison, du repos et de la parole partagée. Dans cette scène apparemment douce, il y a déjà une ambiguïté. D'un côté, la chaleur qui rassure, rassemble, de l'autre, l'attirance vers le feu qui consume, qui engloutit. Une fascination que l'on retrouvera dans le complexe d'Empédocle, celui qui rêve de se perdre et de se purifier dans la flamme. Rien qu'au coin de la cheminée, toute une psychanalyse de nos rapports au repos, au danger, au désir de disparaître se met en place. À ce stade, Bachelard change de registre et critique un grand récit rationaliste sur l'origine du feu. Ce récit, on le connaît bien. On imagine que les premiers hommes auraient découvert le feu par le frottement de 2 morceaux de bois sec, comme s'ils avaient naturellement observé des incendies de forêt produits par le frottement de branches en été, et qu'ils en avaient tiré un quelconque usage technique. Pour Bachelard, cette histoire ne tient pas sur le plan psychologique. Elle suppose un observateur primitif qui aurait déjà une mentalité de physicien, capable d'isoler dans la confusion d'un incendie naturel une cause comme le frottement prolongé. Elle suppose aussi que cet observateur aurait eu l'idée de reproduire ce frottement avec patience, de manière méthodique. Or, dans la nature, on ne voit presque jamais directement le feu naître sous nos yeux d'un frottement progressif. Et même si un tel phénomène se produisait, notre réaction naïve serait plutôt de penser à un choc, à une cause instantanée plutôt qu'à un phénomène long, préparé et calculé. D'où la conclusion, les pratiques de production du feu par frottement qu'on observe chez différents peuples ne peuvent pas être directement suggérées par un phénomène naturel. Elles demandent autre chose que la simple induction empirique. Et c'est là que Bachelard introduit sa thèse psychanalytique volontairement provocante. Le frottement est une expérience fortement sexualisée. La psychanalyse du feu n'est pas une fantaisie de philosophe. C'est un essai pour prendre au sérieux la manière dont notre corps et notre désir orientent nos explications du monde. Bachelard va encore plus loin et suggère que le feu est peut-être le premier phénomène qui donne à l'homme préhistorique le désir de comprendre, et pas seulement d'utiliser. On dit souvent que la conquête du feu sépare l'homme de l'animal, mais ici il faut nuancer. Ce n'est pas seulement qu'on a appris à s'en servir, mais que le feu a suscité une méditation. Entre tous les phénomènes, le feu est celui qui d'emblée mêle la poésie et la science. Il réchauffe, détruit, éclaire, transforme. Pour clarifier cela, Bachelard oppose 2 figures. Il y a d'abord l'homo faber, l'homme des surfaces, qui se contente d'objets familiers, de formes géométriques grossières, de gestes techniques répétés. Son esprit se fige sur quelques formes qu'il manipule, sans les méditer. Et puis, il y a l'homme qui rêve devant son foyer, l'homme des profondeurs et du devenir, celui qui voit la flamme sortir du cœur des branches, qui presse une profondeur en travail, un dedans qui s'extériorise. Pour illustrer ce passage du dedans au dehors, il convoque Rodin. Le sculpteur disait que toute chose n'est que la limite d'une flamme qui lui donne naissance. Bachelard y voit une intuition primitive. La forme n'est pas seulement un contour fixe, c'est comme une flamme figée, la trace d'une profondeur qui a jailli. On comprend alors que Rodin soit en quelque sorte un sculpteur de la profondeur, poussant les traits du dedans vers le dehors, comme une vie, comme une flamme qui cherche à émerger. Le feu apprend donc à penser la profondeur, le devenir, la naissance des formes. Il n'est pas seulement ce qui détruit, il est celui qui forme et informe. À force de contempler une flamme qui sort du bois, on commence à imaginer un feu intime formateur,
une énergie qui travaille à l'intérieur des choses. Dans cette perspective, la psychanalyse du feu devient aussi une philosophie de la création. Comment quelque chose sort-il de quelque chose? Comment une forme naît-elle d'un chaos brûlant? Le foyer devient un schème pour comprendre la genèse des œuvres, des idées et des vies. Mais Bachelard ne veut pas s'arrêter à la psychologie individuelle. Il rêve d'une physique ou d'une chimie de la rêverie, c'est-à-dire une analyse rigoureuse des conditions objectives qui rendent possible certaines rêveries. À partir de là, on pourrait, selon lui, fonder une critique littéraire vraiment objective des images du feu, car les métaphores ne sont pas pour lui de simples décorations rhétoriques qui partent comme des fusées pour éclater au ciel et disparaître. Elles se coordonnent, se répondent, s'appellent les unes aux autres. Un esprit poétique, dit-il, est une syntaxe de métaphores. Chaque poète a ses images privilégiées qui reviennent, se combinent, se transforment. L'action décisive de l'imagination, c'est justement cela, être capable de faire du nouveau avec des images hétéroclites, d'organiser un chaos symbolique en une figure habitable. La psychanalyse du feu, ici, n'est pas seulement affaire de psychologie individuelle, mais de morphologie poétique. Comment le feu, comment cette image fondamentale structure-t-elle les œuvres? Comment un poète fait-il jouer le feu au milieu des autres éléments? On arrive alors au dernier moment. Bachelard propose une véritable métaphysique de l'imagination. Pour lui, ce n'est pas la volonté ni l'élan vital qui est la force première de la vie psychique, c'est l'imagination. Nous sommes créés et limités par notre rêverie. Elle dessine les frontières ultimes de notre esprit, ce que je peux imaginer fixe, d'une certaine manière, ce que je peux être. L'imagination travaille à son sommet, comme une flamme. Elle transforme des formes déjà transformées, produit des métaphores de métaphores, des images qui réélaborent d'autres images. C'est là, dans cette région où l'image se complexifie à l'extrême, qu'il faut chercher le secret des grandes énergies mutantes, la vraie force de transformation intérieure. Dans ce paysage, le feu est le facteur d'image le plus dialectisé, c'est-à-dire que lui seul est à la fois sujet et objet. Je peux me sentir flamboyant, consumé, mais je peux aussi regarder la flamme comme un objet extérieur. Il réchauffe dedans tout en brûlant dehors. Il rassemble les contraires, pureté et violence, repos et excitation, lumière et destruction. Au fond de beaucoup de doctrines unanimistes, ces philosophies qui rêvent d'un accord profond de tous les êtres, Bachelard repère un vieux calorisme. Ce qui est vraiment vivant, c'est ce qui est chaud. Nous reconnaissons la vie dans la chaleur du corps, dans la main tiède, dans le souffle. La chaleur devient le signe immédiat de l'intensité vitale et de l'intensité de l'être. À côté de cette intensité calorique, les autres intensités sensibles paraissent décevantes. Les intensités sonores, lumineuses ou tactiles semblent statiques, parce qu'elles sont sans destin. Elles promettent moins de transformation. Au contraire, la chaleur tient sa promesse. Elle augmente, décroît, se transmet, se partage, se communique. Elle est dynamique, comme une flamme qui se propage. C'est pourquoi l'image du feu occupe une place disproportionnée dans la poésie. Elle condense à la fois l'intimité avec le feu intérieur, la passion avec le feu du désir, la destruction avec l'incendie, la purification avec le feu qui épure. Elle est l'outil privilégié par lequel l'imagination se pense elle-même comme une flamme qui monte, vacille, s'éteint et renaît. En résumé, la psychanalyse du feu de Bachelard ne se contente pas d'une symbolique vague. Bachelard essaie de montrer comment, autour d'un élément, tout un réseau de désirs, de peurs, d'interdits et de création s'organise. Le feu interdit, c'est la scène originaire de l'enfant puni, du petit Prométhée qui vole des allumettes. Le feu du foyer, c'est la rêverie centrée sur une philosophie du repos. Le feu par frottement, lui, oblige à dépasser le rationalisme trop simple pour entendre la dimension sexuelle et intime du geste technique. Le feu comme premier objet de méditation dans une profondeur à notre rapport au monde et aux formes. Dans la poésie, les images de feu se coordonnent, se structurent jusqu'à former de véritables diagrammes imaginaires, et l'imagination elle-même travaille comme une flamme, faisant de la chaleur l'indice même de l'intensité d'être. Merci d'avoir écouté Sobrecrate, à très vite pour la suite de cette série, et d'ici là, peut-être pour une rêverie au coin d'un feu. Au revoir.